On va commencer la présentation. Donc aujourd'hui, c'est une présentation du dossier unique d'admission, le DUA, qui est déjà mis en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le mois d'octobre dernier, donc 2025. Les usagers ont la possibilité de renseigner leur dossier unique d'admission en ligne et d'envoyer des demandes auprès des établissements. Et aussi de suivre l'avancée de leur dossier en ligne. Donc c'est un espace qui est personnel aux usagers. Et donc aujourd'hui, vous êtes connecté en tant qu'accompagnant professionnel. Donc vous venez de plusieurs domaines, de plusieurs univers, c'est-à-dire que vous pouvez venir du monde du sanitaire, du grand âge ou du monde du handicap, puisque les ESMS eux-mêmes peuvent être accompagnants professionnels, c'est-à-dire être demandeurs, en plus de la casquette de receveur. Alors, on va faire un rapide rappel pour le fonctionnement de Via Trajectoire Handicap. Pour ceux qui le connaissent, ça va être un rappel, et pour ceux qui le découvrent, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, dans Via Trajectoire Handicap, le chemin commence au niveau de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc, une personne qui a besoin de faire valoir ses droits, elle se présente auprès de la MDPH, elle fait un dossier, et une fois que le dossier est étudié, la MDPH envoie une notification, une information, une décision d'orientation à l'usager pour dire qu'il a le droit d'aller pendant un temps donné, de se présenter et de faire une admission dans une structure pendant un temps donné. Donc ça s'appelle une décision d'orientation, et ces décisions d'orientation, elles sont importées dans Via Trajectoire à la suite de chaque commission où elles étudient l'ensemble des dossiers. Une fois que les décisions sont dans Via Trajectoire, les établissements les reçoivent automatiquement ou bien vont les récupérer. En tout cas, les établissements ont accès à ces notifications. Ce qui leur est demandé, donc ce qui est attendu de la part des établissements, c'est qu'ils puissent apporter un statut, une réponse à cette notification. Donc, est-ce qu'il y a eu un contact effectué avec l'usager? Est-ce que l'usager est en liste d'attente, ou bien est-ce que l'usager est accueilli au statut usager entrée? Donc, ces informations, elles étaient jusque-là importantes pour la MDPH parce qu'elles ciblaient des usagers auprès de certaines structures, et elles avaient à cœur de savoir où en étaient certains dossiers qui étaient suivis de plus près. Mais aujourd'hui, le statut de réponse est d'autant plus important parce que l'usager arrive dans Via Trajectoire. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, mais il a aujourd'hui la possibilité de créer son espace particulier et remplir son dossier unique de demande d'admission pour suivre ses décisions d'orientation et les réponses des établissements. Donc, quand je dis l'usager, je parle de son aidant familial ou quelqu'un de confiance, mais je parle également de vous, les professionnels accompagnants, qui vont pouvoir se connecter par un autre biais que l'usager, avec un accès professionnel pour remplir les dossiers, les envoyer et suivre l'avancement des demandes. Alors, une présentation du dossier unique d'admission. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça permet donc d'adresser certaines demandes aux établissements, cet espace dédié aux personnes en situation de handicap. Donc, en fait, c'est le dossier papier qu'ils envoyaient avant, mais maintenant, il peut être rempli en ligne. Donc, l'avantage pour l'usager, c'est qu'il ne le remplit qu'une seule fois et qu'il envoie. Il le fait pousser à plusieurs établissements en même temps. Donc lui, c'est un gain de temps, et le dossier est maintenant unique. Ça veut dire que toutes les structures qui ont différentes catégories ont le même dossier d'admission. Donc ça, c'est ce qui est possible aujourd'hui. Dans la pratique, il y a quelques établissements qui mettent en pratique ce fonctionnement-là. Donc voilà,
on est au démarrage de cette nouvelle fonctionnalité. L'usager, c'est intéressant pour lui parce qu'il a la possibilité également de consulter la liste des établissements qui sont soit près de chez lui ou même un peu plus loin si jamais il souhaite faire des demandes dans d'autres départements. Et puis, c'est son espace donc qui lui est dédié. Ça veut dire qu'il se connecte, chaque fois qu'il en a besoin pour, savoir s'il a obtenu des réponses de la part des structures, si son dossier avance. Donc ça lui permet d'avoir, une vue sur sa situation. Avant, c'était pas forcément le cas. Après le dossier auprès de la MDPH, il recevait une notification au papier, donc ça, c'est toujours le cas. Il la reçoit par le papier, mais par la poste, mais après, il n'avait pas forcément de vue sur ce qui se passait, aujourd'hui. Donc il reçoit sa notification papier. Aujourd'hui, normalement, il a l'information de comment il peut se connecter en ligne et découvrir, son espace. Donc je vais pas forcément faire de redite, sur ce que je vous ai déjà dit un petit peu. Là, on représente le dossier unique, d'admission. On peut l'envoyer donc sur tout le territoire national. Il est, destiné uniquement aux personnes en situation de handicap qui, disposent d'une orientation émise par la CDAPH. C'est la fameuse commission de la MDPH. Donc il faut bien avoir cette décision. Si la décision n'est pas donnée par la MDPH, on ne peut pas remplir son dossier unique d'admission parce que le dossier n'est pas encore créé. D'ailleurs, on ne parle pas vraiment de création de dossier, mais plutôt, de la récupération d'un dossier existant et de la complétude de ce dossier. Voilà, donc qui peut le renseigner? On en a déjà parlé. Vous avez une petite vidéo que je vous laisserai, regarder, une fois que vous aurez téléchargé le document. C'est une vidéo à destination des usagers qui explique, sous un format vidéo, donc souvent un peu plus ludique, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'on en fait du dossier unique d'admission. Donc vous pourrez, l'envoyer ou le faire visionner aux usagers que vous rencontrez. Alors, quand on a parlé d'accompagnant professionnel, on n'a pas forcément tout dit parce que, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement selon nous. Vous n'allez pas agir de la même manière, quand vous allez accompagner un usager. Donc quand, quelqu'un se présente à vous et vous dit qu'il a besoin enfin qu'il ne sait pas comment faire pour déposer une demande d'admission, il y a plusieurs manières de l'aider. Donc le niveau 1, ce qu'on appelle le niveau 1, c'est, ça va être d'informer et d'orienter l'usager vers Via Trajectoire. Parce que l'usager ne connaît pas encore Via Trajectoire, il est très connu des professionnels ce logiciel, mais très peu connu des usagers. Alors les usagers l'utilisent déjà dans le cadre dans le contexte du grand âge, pour rentrer dans une structure EHPAD, ou résidence, autonomie. Là, c'est, aussi Via Trajectoire, mais c'est une autre partie de Via Trajectoire, donc il ne faut pas confondre les 2. Voilà, donc les usagers en situation de handicap ne connaissent normalement pas Via Trajectoire, donc il faut les informer pour leur dire, que ça se passe sur ce logiciel et que normalement sur leur notification papier qu'ils ont reçue par la poste, ils ont leur numéro, individu ou leur numéro de dossier qui leur permet de se connecter. Et puis, un format de mot de passe, bien particulier que je vous expliquerai tout à l'heure, un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est le 1er niveau, c'est informer et orienter l'usager au bon endroit, soit en lui fournissant un flyer pour qu'il, il étudie ça un peu plus en détail, soit en lui indiquant comment faire. Le niveau 2, ça va être, vous accompagnez très peu, d'usagers, mais vous avez un petit peu de temps à leur accorder, sur le sujet et vous, pouvez, donc passer, depuis l'espace particulier, vous pouvez, vous connecter avec l'usager, juste à côté de vous, pour remplir, son dossier unique, individuel. Donc pour l'aider à compléter les champs, hem et donc à ce moment-là, il faut qu'il se fournisse, enfin, il faut qu'il ait en possession sa décision d'orientation, papier, parce que c'est là qu'on trouve, le numéro de dossier pour se connecter. Et puis le niveau 3, c'est lorsque l'usager, vous mandate pour, vous occuper de cette situation. Depuis un espace professionnel, donc pas le même que l'espace particulier, vous allez suivre plusieurs situations en même temps, plusieurs dossiers et suivre l'avancement sous un tableau de bord, l'avancement de ces dossiers, sous un format tableau de bord.
Donc voilà les 3 niveaux d'accompagnement. Vous savez peut-être déjà comment, enfin vous positionner par rapport à ces niveaux, d'accompagnement en tant qu'aidant professionnel. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 espaces bien distincts. L'espace particulier, donc quand on arrive sur la page d'accueil de Via Trajectoire, à droite, c'est l'espace professionnel, à gauche, c'est l'espace particulier. C'est vraiment écrit, heu, en toutes lettres. Mais il arrive des fois qu'on puisse se tromper. C'est pour ça que je vous alerte sur la partie, particulier et la partie professionnelle. Donc, il nous faut un numéro de dossier ou un numéro individu. C'est parce que, en fonction des MDPH, l'intitulé n'est pas le même, mais voilà, vous le trouverez ce numéro sur la décision d'orientation. Et puis à la première connexion, il y a un mot de passe générique qui est, la date de naissance et la première lettre du prénom en majuscule, la première lettre du nom de famille en majuscule et la première lettre du prénom en minuscule. Donc ça, c'est un mot de passe générique, qu'on demande à la première connexion pour l'usager. Vous, en tant que professionnel, vous avez vos propres identifiants, personnels, que vous aurez, soit que vous avez déjà et à ce moment-là, ce sont les mêmes, soit, vous pouvez les demander auprès de nous. Ma collègue vous a donné l'adresse mail de contact, dans le chat si vous souhaitez nous contacter, pour ça. Voilà. Il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver, par rapport à ça, vous inquiétez pas, hein, je pourrais facilement y revenir si ça vous paraît pas assez clair. Hem Et puis vous pouvez aussi bien sûr poser vos questions à l'écrit. Je vois qu'il y a pas beaucoup de questions, donc vous êtes à l'écoute certainement, c'est parfait. Voilà donc la partie de gauche, c'est la partie particulier. Lorsqu'on clique dessus, en fait, on arrive sur cette image-là, où il faut, choisir, «Créer ou gérer mon dossier». Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le même espace pour les personnes, du monde du grand âge qui souhaitent rentrer en EHPAD, par exemple, et le même espace pour ceux qui souhaitent, faire une demande en établissement, en ESMS, avec une décision d'orientation. Donc vous le voyez, on l'a encadré en orange, c'est bien celui-ci qu'il faut choisir, pour, les personnes, en situation de handicap et non pas, au-dessus pour, la partie EHPAD. Donc voici ce qui se présente, à vous quand vous êtes au bon endroit. Donc 3 choses vous sont demandées, donc la MDPH, de référence, c'est-à-dire la MDPH du domicile de l'usager. Hem, le numéro de dossier, le numéro individu fourni par la MDPH dans la notification. Vous avez le format, du mot de passe générique qui est, en toutes lettres à l'écran et il faut bien avoir en tête que, pour se connecter en tant qu'usager, il faut, disposer d'une adresse mail valide. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour l'usager, où il peut trouver ces informations. Donc on explique que, le numéro de dossier, qui est demandé ici est fourni sur la décision d'orientation, mais les établissements, les ESMS, qui, vont accueillir potentiellement les usagers ont un bouton de gestion à l'intérieur de leur logiciel Via Trajectoire qui s'appelle «Donner accès à l'usager». Et ce bouton, en fait, lorsque les usagers sont en contact avec le SMS, ils peuvent demander donc un envoi de mail, pour, qu'ils puissent avoir accès à leur espace. Donc en fait, l'établissement renseigne une adresse mail, l'usager reçoit automatiquement un mail qui lui permet de se connecter. Donc c'est un accès facilité pour l'usager. Si toutefois il n'a pas sa notification papier ou il l'a pas reçue, voilà. À l'intérieur du dossier unique d'admission, voilà comment ça se présente. Il y a plusieurs onglets. Donc mon dossier unique d'admission, qui doit être, qui comprend 3 volets. Le volet information administrative, celui-ci est déjà pré-rempli par les, informations, demandées par la MDPH. On peut bien sûr les corriger, les mettre à jour si elles sont erronées. Et puis il y a le parcours personnel, l'autonomie et vie quotidienne. Donc ce dossier unique d'admission, il est vraiment,
il a été étudié pour correspondre un maximum à ce qui était déjà demandé par les établissements. Bien sûr, on se rend compte qu'il y a certains dossiers qui étaient un peu plus longs à remplir, un peu plus complets, mais aujourd'hui, en fait, ce dossier unique, il a été pensé pour correspondre à toutes les structures, donc forcément, il a fallu faire des compromis. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui la possibilité, une fois qu'on a rempli les champs, les 3 volets, une possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc vous le voyez pas forcément, ici, mais il y a une possibilité d'ajouter des pièces jointes après avoir rempli les 3 volets. Donc une fois qu'on a rempli le dossier unique d'admission, la deuxième étape, ça va être d'avoir un état des lieux pour l'usager des établissements qui ont déjà été contactés. Donc potentiellement, ceux qui ont été contactés, c'est ceux qui ont été préconisés par la MDPH. Quand elle envoie la décision d'envoi trajectoire, elle cible un ou deux ou trois ou plusieurs établissements. Donc ils sont visibles dans l'espace de l'usager. Et c'est à lui de faire le choix de pousser son dossier unique d'admission dans cet établissement ou de ne pas l'envoyer. Il n'y a pas d'obligation, ça reste au choix de l'usager. Donc vous le voyez ici, on a la décision en cours de validité. Il peut y en avoir plusieurs, mais celle qui est visible ici, c'est orientation vers un établissement d'accueil non médicalisé. En dessous, on a celles qui sont expirées ou éventuellement les renouvellements à venir, ceux qui ne sont pas encore commencés mais qui peuvent avoir été anticipés pour certains usagers. Ici, on a le suivi des notifications qui ont été envoyées, leur statut. L'usager a possibilité d'annuler les demandes. D'ailleurs, c'est plutôt conseillé d'annuler si l'usager ne va pas aller dans cette structure, ne souhaite pas valider le choix de la MDPH, entre guillemets. Ça permet de libérer les tableaux de bord des ESMS. Ensuite, les informations sur l'initiateur, donc qui a envoyé la demande, ça peut être l'usager, ça peut être la MDPH ou ça peut être vous-même en tant qu'accompagnant professionnel. Je me permets de faire une petite parenthèse sur la présentation du dossier unique d'admission. Enfin, je vous présente l'espace usager. Vous aurez peut-être pas l'occasion d'y travailler. Mais votre espace professionnel ressemble sensiblement à celui de l'usager. En tout cas, vous avez les mêmes fonctionnalités que l'usager. Vous pouvez annuler, vous pouvez sélectionner des établissements, les envoyer, les suivre. Simplement, ce ne sera pas exactement aussi lumineux, enfin j'allais dire, ça sera, il y aura peut-être pas autant de couleurs parce que là c'est dédié à l'usager et votre espace professionnel ressemblera fortement à ce que vous connaissez déjà de Via Trajectoire. Effectivement, là, on voit les établissements qui ont été contactés, par exemple le foyer La Casa. Si l'usager ne le connaît pas, il a possibilité de consulter la fiche établissement au point 4. Donc c'est un bouton qui lui permet d'en apprendre davantage sur la structure et de valider son choix ou non. Il existe possibilité ici avec le bouton violet à droite de contacter d'autres structures et de télécharger le guide qui permet à l'usager de comprendre comment compléter son dossier unique d'admission. Donc c'est une aide à la complétude pour mieux comprendre cet espace. Le troisième onglet, c'est l'onglet annuaire ESMS. Là, on part à la recherche des établissements que l'on souhaite éventuellement, sur lesquels on souhaite envoyer une demande. Donc il existe des filtres avec le code postal. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour l'usager, on lui a déjà mis le filtre sur la catégorie d'établissement qui correspond à sa décision d'orientation. Souvent, les usagers, c'est pas forcément très clair pour eux d'avoir la catégorie de l'établissement, donc on leur a déjà présélectionné la catégorie. Ils peuvent la retirer parce que des fois, c'est légitime d'envoyer des demandes sur une catégorie différente. Mais on va leur afficher uniquement ce qui correspond à leur décision d'orientation. Voilà. Ici, vous avez à l'écran quelques filtres, enfin quelques exemples de filtres qui s'affichent.
Et on peut également consulter la fiche annuaire et envoyer une demande directement. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier unique d'admission est complet, eh bien, un seul bouton suffit à faire sa demande auprès de la structure. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, comment l'usager accède à son DUA s'il n'a pas ses codes? Donc côté MDPH qui est prévu, mais c'est pas le cas pour toutes les MDPH, certainement, la plupart, hein, je vous cache pas. Elles ont intégré à leur, nouvelle notification, ce paragraphe qui explique comment se connecter à Via Trajectoire pour la première fois, en expliquant, le format, du mot de passe générique et comment se rendre sur Via Trajectoire. Donc ça, c'est ce qui est dans les nouvelles notifications. Ceux qui ont des anciens droits, des droits, qui datent, d'avant l'arrivée du DUA, eh bien, ils n'ont potentiellement pas leur code. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, les ESMS peuvent donner accès à l'usager, depuis leur espace professionnel. En remplissant une adresse mail, l'usager reçoit un mail pour se connecter. Il existe également une aide en ligne pour les usagers avec donc une foire aux questions, un formulaire à remplir en ligne. Donc ça, c'est une demande par mail s'ils souhaitent obtenir de l'aide, et un numéro gratuit qui les redirige au bon endroit ou qui solutionne leurs problématiques. Et en mode connecté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un guide de remplissage qui donne un petit peu de contexte et d'explication sur comment remplir son dossier. Maintenant vient ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, c'est l'espace professionnel. Donc ici, on se connecte plutôt à droite avec vos identifiants personnels que vous avez déjà ou que vous allez nous demander si vous n'avez pas encore accès à Via Trajectoire. Et une fois que vous êtes connecté et que vous avez les bonnes habilitations, parce qu'aujourd'hui, ce module handicap, peut-être que vous ne le voyez pas ou si vous n'avez pas la bonne habilitation. L'habilitation qui va bien, vous la voyez, elle est écrite en haut, en gras: «Accompagnant PH non médical». Elle permet d'avoir accès à ce menu handicap et aux fonctionnalités de l'accompagnant professionnel pour faire les demandes, pour les personnes en situation de handicap. Donc 2 menus. Le menu «Je suis accompagnant professionnel» et «Recherche un dossier unique de demande d'admission». Ça, c'est quand vous connaissez le numéro individu de l'usager, sa date de naissance et la NDPH de provenance. Donc ça, ce qui va vous permettre d'accéder au dossier de l'usager et de commencer à le remplir et de l'envoyer. Et puis, le deuxième menu, c'est «Gérer les dossiers uniques de demande d'admission». Il vous permet d'accéder à un tableau de bord de suivi avec l'ensemble des situations que vous avez dans votre main. Voilà comment ça se présente pour la première fonctionnalité et la recherche du dossier d'un usager. Donc, ce sont les hem, 3 informations dont vous avez besoin qui sont demandées dans les encadrés en rouge: la MDPH d'origine, le numéro individu et la date de naissance. Quand vous avez ces infos et que vous appuyez sur rechercher, on va vous demander de confirmer que votre structure accompagne bien l'usager et que ce dernier vous a donné son accord pour rentrer dans son espace personnel. Si c'est le cas, vous pouvez appuyer sur accompagner l'usager, et s'il existe déjà un professionnel qui a récupéré le dossier, eh bien, on va vous dire: «Attention, il y a déjà quelqu'un qui accompagne l'usager, donc il faudrait prendre contact avec cette structure, soit pour qu'elle vous transfère le dossier, soit pour qu'elle, se décharge de la responsabilité du dossier pour que vous puissiez avoir la main». On va rentrer un peu plus dans le détail sur ces boutons de gestion, mais en tout cas, l'important ici ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on ne peut être qu'un seul accompagnant en même temps sur un dossier. Un seul accompagnant professionnel. Ça n'empêche pas la connexion de l'usager de son côté ou de la famille éventuellement, ponctuellement, heu, mais c'est un seul professionnel en même temps. Et on va vous demander, de choisir, sur quelle unité vous souhaitez affecter, l'usager. Bon, ça normalement, ça doit être assez parlant pour vous, mais puisque ça sera en rapport avec votre structure. Donc soit ça porte, votre nom, parce que quelquefois on a des unités qui ont, votre nom et vous êtes,
soit c'est le nom de l'unité dans laquelle vous travaillez. Normalement, ça, c'est pas très compliqué à répondre, mais c'est indispensable pour récupérer le dossier. Une fois que vous avez récupéré un dossier unique d'admission d'un usager, donc voilà comment il s'affiche. En haut à droite, vous avez le résumé du dossier sur les informations de l'usager. Le contenu du dossier avec les fameux onglets à compléter que je vous ai présentés tout à l'heure, la partie administrative, la partie parcours personnel, autonomie et vie quotidienne. Ensuite, vous avez les boutons de gestion, accès à l'annuaire, aux décisions d'orientation et à l'historique des actions. C'est quelque chose qui est important pour vous en tant que professionnel, puisque vous pouvez être plusieurs à échanger ce dossier-là. Donc, c'est intéressant de savoir qui a agi avant vous, avant que vous arriviez, chose que n'a pas l'usager. Et puis en dessous, vous avez les actions sur le dossier. Donc le transfert, l'abandon de la gestion du dossier et la transmission à l'usager. Donc donner accès à l'usager. Vous aussi, une fois que vous avez agi dans ce dossier unique d'admission, pour le compléter, vous pouvez passer la main à l'usager pour qu'il suive ses décisions d'orientation. Si c'est possible, bien sûr. Et puis sur la page principale, c'est le contenu du dossier que vous complétez. Alors, effectivement, quand vous arrivez sur un dossier qui est vide, vous allez voir, il y a un fonctionnement de pile rouge vide parce que le dossier n'est pas rempli. Et une fois que vous avez validé le dossier, les piles apparaissent en rouge pour vous indiquer que le dossier est complet. Le passage d'un onglet à l'autre se fait en cliquant sur le titre de l'onglet, tout à droite de votre écran. Il y a certains champs qui sont obligatoires et ceux-là sont encadrés en rouge avec une petite étoile en rouge pour vous indiquer que vous ne pouvez pas passer à l'autre onglet tant que vous n'avez pas rempli ce champ. Donc l'onglet informations administratives pré-rempli par les données de la NDPH et intéressant de modifier en fonction s'il y a des choses à modifier ou juste à relire s'il n'y a pas d'autres choses à modifier. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui a été modifié, l'établissement le verra en temps réel. Donc, s'il y a un téléphone qui est mal renseigné, ou vous apercevez qu'il y a pas assez de chiffres, par exemple, eh bien, vous pouvez le mettre à jour. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais en tout cas, c'était pour que ça soit assez parlant pour vous. L'établissement aura les informations. Le parcours personnel, donc, qui permet de transmettre des informations sur la situation familiale, le parcours scolaire et professionnel, la situation médicale. Donc, quand vous êtes dans le monde du sanitaire, vous allez informer sur la situation actuelle de l'usager, donc sur son hospitalisation, le traitement qu'il a actuellement. Et donc cet onglet contient beaucoup de champs libres. C'est pour ça que vous êtes assez libre de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et vous avez des exemples pour vous aider. Alors idéalement, tous les champs libres ne sont pas complétés. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation du moins. Mais plus un dossier est complet, moins il fera d'aller-retour avec l'établissement. Donc voilà, il est intéressant d'en dire un maximum ou tout ce que vous savez en tout cas. L'onglet Autonomie et vie quotidienne permet de lister les aides nécessaires dans les actions de la vie courante. Donc, est-ce qu'il a besoin de soins personnels? Est-ce qu'il peut aller aux toilettes seul? Est-ce qu'il ou elle a besoin d'aide pour gérer son traitement? Voilà, ce genre d'informations. Maintenant, on arrive donc sur la gestion. Donc, vous avez rempli le dossier unique d'admission et vous avez un état des lieux des établissements qui ont été contactés et l'état de la notification. Donc, sur cet exemple, l'IME Larmaillou, la notification a été annulée avec la date qui correspond et un commentaire, donc erreur d'utilisation du logiciel. Et vous avez possibilité de sélectionner une action, soit le renvoi du dossier, soit de laisser comme ça si vous ne voulez pas forcément agir.
Et en dessous, on a le CSA d'autisme qui a été contacté. Donc la demande a été faite le 26 avril 2024 et vous avez coché la case autoriser le SMS à consulter le dossier unique d'admission. Donc cette case-là, si vous souhaitez que l'établissement reçoive bien le dossier, je vous invite fortement à la cocher parce que si elle n'est pas cochée, l'établissement ne verra pas tout de suite le dossier et donc attendra d'être en contact avec l'usager pour cocher de son côté sa case. Donc si vous la cochez automatiquement, c'est que l'établissement, quand il rentre dans sa notification, il voit directement ce qui a été rempli. Donc voilà, je vous invite à la cocher si vous souhaitez que l'établissement lise le dossier. Ensuite, on arrive sur la gestion des demandes, toujours avec l'annuaire ESMS. Tout comme l'usager, vous pouvez faire des recherches d'établissement et envoyer le dossier. Donc je m'attarderai peut-être pas trop sur le sujet, simplement une petite alerte sur le fait que certains usagers peuvent avoir 2 décisions en cours de validité. Et donc il faut bien regarder les dates pour transmettre, un dossier qui correspond à des dates qui sont lointaines. Par exemple ici, là dans notre exemple, on choisit de transmettre, celle qui va jusqu'en 2027 et non pas celle qui va jusqu'en 2024 avec la date orange. On vous demande de cocher une case qui autorise l'établissement à lire les informations que vous venez de transmettre. Donc pareil, c'est intéressant de la cocher. De toute façon, c'est plutôt obligatoire ici. Voilà. Et quelquefois, vous pouvez avoir un message d'alerte qui vous dit que l'établissement n'a pas indiqué prendre en charge ce type d'orientation. Donc à vous de vérifier. C'est soit normal, en tout cas c'est juste une alerte, ce n'est pas bloquant, soit vous vous êtes trompé, à ce moment-là, il faut revenir en arrière. C'est juste un petit message d'alerte. La partie historique des actions, la voici. Donc une partie à droite pour les actions des receveurs, donc les établissements. Est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont contacté l'usager? Voilà, et la partie de gauche, c'est pour les demandeurs, donc potentiellement les accompagnants que vous ne connaissez pas, qui ont déjà agi sur le dossier avant vous. Ça peut être aussi la MDPH et l'usager. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. J'espère que c'est plutôt clair pour vous et que ça répond quand même à certaines de vos interrogations. On prendra un temps à la fin pour si vous avez d'autres questions. Donc les actions sur le dossier, elles sont au nombre de 3. Donc le transfert de la responsabilité du dossier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous êtes vous accompagnez un usager et vous êtes contacté par le mandataire judiciaire ou quelqu'un d'autre qui veut donner des informations sur le dossier, des informations un peu fraîches. Donc il va vous demander si vous pouvez lui transférer ce dossier. Donc, on va vous demander de choisir la structure et c'est ce qui va vous donner comme information et l'unité sur laquelle il souhaite le dossier. Donc, c'est ça qu'il faut demander, l'établissement et l'unité. Important de ne pas oublier l'unité parce que sinon, vous allez être un petit peu bloqué. Une fois que le transfert il a été effectué, vous n'avez plus accès au dossier unique d'admission dans votre tableau de bord. L'autre possibilité de ne plus avoir accès au dossier, c'est d'abandonner la gestion. Ça veut dire que vous avez effectué le remplissage du dossier et que vous ne suivez plus l'usager, vous n'êtes plus en lien avec lui, donc vous lui transmettez un petit peu la main. Idéalement, c'est bien de faire ça une fois que l'usager s'est déjà connecté une fois. Vous le verrez dans votre tableau de bord. Et puis, si vous voulez pas forcément abandonner la gestion, mais vraiment passer le relais à l'usager, eh bien, vous appuyez sur le bouton «Donner accès à l'usager» et à ce moment-là, il reçoit un mail comme le font les ESMS. C'est une facilité pour se connecter à son espace en tant qu'usager et paramétrer son mot de passe. Là, quand c'est comme ça, il n'a pas du tout besoin du mot de passe générique. C'est plutôt fluide pour lui. On lui demande de valider son adresse mail, de créer un mot de passe et c'est assez direct. C'est vraiment facilitant, ce bouton donner accès à l'usager. Voilà votre tableau de bord à quoi il ressemble quand vous avez plusieurs usagers que vous accompagnez à la complétude du dossier. Vous voyez donc ici le numéro individu, l'identité de l'usager,
l'état du dossier. Est-ce qu'il est en cours de rédaction? Est-ce qu'il est complet ou en attente de mise à jour? L'attente de mise à jour, c'est l'établissement qui a répondu à un envoi en disant j'ai reçu votre dossier unique d'admission, mais il me manque tel document pour pouvoir l'étudier. Donc c'est une demande de mise à jour. Ici, vous voyez si l'usager a pris, s'est connecté ou pas. La dernière date de modification et la possibilité d'accéder au dossier unique d'admission avec le crayon en bout de ligne. Voilà, donc avec cette présentation, j'espère que vous savez un petit peu vous positionner par rapport à ce dossier unique d'admission et comment vous allez pouvoir accompagner les usagers. Donc soit à travers l'espace particulier, soit à travers l'espace professionnel. Donc l'espace particulier, c'est vous ne gérez que très peu de situations et donc vous pouvez le faire depuis l'espace usager, c'est plutôt simple. Soit vous avez beaucoup de dossiers, vous souhaitez voir comment évolue le dossier, sur un temps plutôt long. Et à ce moment-là, il va vous falloir un identifiant unique et personnel, soit que vous avez déjà, soit que vous allez nous demander. Et la petite particularité, c'est qu'il faut, la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, avoir 2 professionnels dans votre structure qui se montrent volontaires pour être référents via trajectoire. C'est-à-dire que les référents via trajectoire, ils ont une habilitation en plus de l'accompagnant en PH non médical et ils vont être référents pour donner les habilitations dans la structure. Donc c'est eux qui gèrent les habilitations en interne. Il y a une petite formation de 30 minutes à suivre pour ça et cette formation-là pour pouvoir accompagner les usagers. Donc là, on est dans les 2 cas de figure différents. Celui où vous avez déjà accès à Via Trajectoire, mais il vous manque l'habilitation qui vous permet d'avoir cette fonctionnalité que je vous ai présentée. Donc soit vous faites appel à votre référent Via Trajectoire, parce que normalement, voilà, c'est le fonctionnement de Via Trajectoire. Chaque structure a au moins 2 référents. Vous avez accès à leur nom sous administration mes référents. Donc là, vous sollicitez votre référent et vous demandez l'habilitation accompagnant PH non médical. Donc quand vous êtes dans le sanitaire, ça peut être un centre hospitalier, un CMP, un DAC. Dans le monde du grand âge, c'est un CCAS ou mandataire judiciaire. Et puis pour le monde du handicap, c'est les ESMS qui connaissent normalement très bien le fonctionnement de Via Trajectoire. Mais si vous êtes loin de tout ça et que vous ne connaissez pas Via Trajectoire, eh bien vous avez notre adresse mail de contact et puis la procédure qui récapitule un petit peu ce que je viens de vous dire. Il faut nous contacter en nous donnant le nom de 2 référents, en suivant la formation de 30 minutes pour les référents, en créant les comptes et les habilitations pour les professionnels et en se référant à cette formation pour les professionnels qui souhaitent utiliser la fonctionnalité d'accompagnant professionnel pour le DUA. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, j'en conviens. C'est pour ça qu'on va pouvoir revenir sur certaines choses. Je vois déjà qu'il y a des mains levées. Si je peux vous donner quelques pas conseils, mais quelques idées sur le dossier unique d'admission, c'est d'en parler à vos partenaires, par exemple vos collègues qui ne connaissent pas encore comment faire, leur dire qu'ils peuvent nous connecter, enfin nous contacter et puis leur dire que ça existe, qu'ils peuvent avoir un accès professionnel, d'en parler aux usagers qui ne connaissent pas encore cette fonctionnalité que vous côtoyez. Donc informer sur l'existence du service, les accompagner si nécessaire et puis bien sûr nous remonter les difficultés que vous rencontrez s'il y en a. On est très preneur de ce qui se passe sur le terrain parce que l'objectif de ce dossier unique d'admission, c'est de le faire évoluer. Il a été bien sûr plutôt enfin voilà, il a été réfléchi, il a été pensé à travers pas mal de réunions. Il est très opérationnel, mais voilà, il reste encore quelques étapes
à avoir pour pouvoir le rendre le plus parfait possible entre guillemets, en tout cas ce qui correspond à votre réalité de terrain. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire les retours, surtout dans cette phase de démarrage. Il faut avoir juste une chose en tête, une dernière petite chose, c'est que ce dossier unique d'admission, il est déployé au niveau national. Donc nous, on a fait partie des régions qui l'ont déployé, pas forcément dans les premiers. Donc c'est déjà déployé dans une grande partie de la France. Et donc voilà, il y a déjà eu des retours qui ont été faits pour déjà l'améliorer. Donc nous, on a une version qui est déjà bien, enfin en tout cas qui est déjà améliorée, mais elle continuera d'être améliorée, vous inquiétez pas. Voilà, donc dernière diapo du webinaire. Vous avez à l'écran ce qu'il faut télécharger comme document et ce qui vous sera utile. Donc en haut à droite, vous avez un logo document que vous voyez en noir et blanc. Il faut télécharger la présentation du jour, les flyers à destination des usagers, un classique et un facile à lire et à comprendre, et un dossier unique d'admission en version papier, donc vierge, que vous pouvez transmettre aux usagers qui sont en rupture numérique. Et puis, je vous ai remis la vidéo destination des usagers pour expliquer le DUA. Place aux questions. Donc, on va ouvrir vos micros. Et puis, on va... Alors, Carole, Oui. il y a eu énormément de questions, parce Ok. que je signale quand même que vous êtes une centaine de personnes inscrites au webinaire. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Normal. Certaines nécessitent une réponse orale, je pense. Donc, dans ce cas-là, je vais te taguer répondre en direct. Et pour les autres, j'arrive tout doucement à répondre à vos questions par écrit. Alors sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais voir répondre en direct. Je vais essayer de les prendre. Mais s'il en reste quelques-unes, n'hésite pas à les dire à l'oral et puis j'y répondrai. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on prendra les mains levées. Ça marche. Allez. Donc du coup, je vois une première question ici de la part de Julie Gauthier. Les ESMS ont-ils une injonction à cesser les dossiers papier? Car certains les demandent encore en parallèle du DUA, et si oui, sous quel délai? Alors, effectivement, c'est ce qui leur est demandé, c'est ce qu'on souhaite fortement, qu'ils arrêtent d'utiliser leur dossier unique d'admission, mais on n'est pas derrière chaque structure pour vérifier que ce soit bien le cas. Et on leur communique des informations, le département leur communique des informations pour leur indiquer que le DUA est là pour faciliter le parcours de l'usager, que le but c'est de pas continuer à utiliser ce dossier-là. Donc c'est bien la norme à terme, mais comme je vous le dis, c'est quand même assez récent le démarrage de ce dossier unique d'admission, et donc il peut y avoir encore des ESMS qui persistent à continuer à utiliser leur dossier. Donc c'est vraiment pas ce que l'on souhaite. On nous a même fait remonter certaines informations qu'il y avait des établissements qui recevaient le dossier unique d'admission et qui demandaient de compléter leur ancien dossier et de l'ajouter en pièce jointe. Donc vraiment, ça, c'est une mauvaise pratique. Donc on va faire remonter ce point-là auprès des financeurs pour que ça soit su déjà. Donc quand je vous disais ce qui se passe sur le terrain, ça nous intéresse parce que voilà, ce genre de choses, ça ne doit pas exister. Il peut y avoir encore les dossiers papier qui soient demandés parce que le démarrage est un peu long à mettre en place, ça nécessite des changements de pratique dans les structures. Mais voilà, de demander à l'usager de compléter un DUA puis de compléter un ancien dossier d'admission, c'est beaucoup de c'est beaucoup de choses pour l'usager alors qu'on est censé lui faciliter le parcours. Donc il n'y a pas de délai, mais on travaille à ce que ces dossiers-là ne soient plus utilisés. Et comme je vous le disais, on a été mandaté au niveau national pour mettre en place cette fonctionnalité. Donc voilà, chacun va y venir de toute façon. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à lever la main si ce n'est pas le cas. Il y a également Sophie Malvaux. Contrairement au dossier VT grand âge, on ne voit pas apparaître le nombre de pièces jointes déposées dans le dossier.
Alors ça m'étonne, mais peut-être, que ça serait intéressant qu'on regarde ça. C'est jusqu'à 15 pièces jointes, que vous pouvez ajouter. Hem, mais je vais me noter ça pour, vérifier. Ça peut être intéressant de regarder, parce que vous souhaiteriez avoir, en tête, combien vous avez déposé de pièces jointes? Voilà, n'hésitez pas à prendre la main si vous souhaitez, compléter votre question. Levez la main, pardon. Oui, je vois que vous avez complété votre, question. De plus, elles ne sont pas différenciées, pièces jointes médicales et pièces jointes administratives, contrairement à AVT grand âge. Effectivement, on ne peut vraiment pas comparer les 2 dossiers, ce sont vraiment 2 dossiers différents. La CNSA qui nous a mandatés pour rendre cette fonctionnalité possible, n'a pas souhaité, hem, avoir, d'informations médicales dans ce dossier unique d'admission. Hem elles peuvent être transmises en pièces jointes, mais il n'y a pas d'intervention d'un médecin dans ce dossier. Donc ça peut être des pièces jointes administratives comme des pièces jointes médicales. Elles ne sont pas sécurisées, donc puisque c'est pas le but. En fait, le but aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un message qui a été transmis aux établissements sur le positionnement de la CNSA, était de dire que le dossier de demande d'admission, il ne doit pas être conditionné aux données médicales. Donc aujourd'hui, dans les faits, c'est un peu le cas, mais il n'y a pas d'obligation à transmettre ces données médicales pour l'usager parce que c'est quelque chose qui doit se faire après une rencontre et une fois qu'on accompagne l'usager pour, pour adapter l'accompagnement en fonction de ses besoins. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui a été pensé pour ça. La pièce jointe peut être utilisée pour donner l'information des données médicales, mais voilà, il n'y a pas de différenciation sur les pièces jointes. Est-ce que des modifications pourraient être apportées pour plus de confidentialité? Ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer hein, à l'avenir. Comme je vous l'ai dit, ce dossier unique d'admission, il va être en perpétuelle évolution parce qu'il vient d'arriver et qu'il va être utilisé par un certain nombre de personnes, d'acteurs différents. Donc il va falloir qu'on le fasse évoluer en fonction des besoins. Voilà, Madame Balvo, n'hésitez pas, voilà, si j'ai pas répondu à votre question, à reprendre la main. Je poursuis avec Sarah Colombé. Bonjour, il y a généralement un volet médical à compléter dans les demandes d'admission en ESMS. Les médecins ont-ils un accès au module handicap avec une partie spécifique à compléter ou est-ce à l'accompagnant de renseigner le diagnostic et les traitements? Non. Alors comme je le disais, il n'y a pas de partie médicale dans ce dossier. Il se peut que les structures vous demandent d'ajouter des pièces jointes au dossier. Mais ce qui est prévu et ce sur quoi on va travailler, c'est que les établissements consultent la donnée d'Envia Trajectoire parce que les données médicales sont en partie, en tout cas, transmises par la MDPH. Donc la pathologie principale et la déficience principale sont des informations qui sont normalement visibles dans Via Trajectoire si les ESMS ont les bonnes habilitations. Donc il n'y a pas besoin d'obtenir plus de choses que ce qu'il y a dans Via Trajectoire normalement. Mais voilà, le temps de la mise en route, on se rend compte également qu'il y a certaines MDPH qui ne donnent pas toute cette information-là. Donc nous, on va travailler auprès des MDPH pour qu'elles renseignent un maximum de choses dans Via Trajectoire et que ce soit pas à vous de transmettre ces infos. Mais aujourd'hui, si on vous demande des bilans médicaux, bien vous avez possibilité de les mettre en pièce jointe s'ils sont en votre possession. Avant, ces données médicales, elles étaient transmises par mail, par voie postale. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas forcément révolutionné les pratiques des ESMS et de la manière de faire une demande en établissement. On essaye de simplifier le parcours de l'usager. Donc,
voilà, on indique qu'il n'y a pas d'obligation à transmettre ces données médicales, enfin tout un dossier, tout un certain nombre de pièces jointes sur les données médicales, parce que ça peut se faire après l'admission, après la première visite dans la structure, pour mieux accompagner l'usager. Mais en amont, normalement, la pathologie principale et la déficience principale suffisent à savoir si vous êtes enfin, si le SMS est en mesure d'accompagner l'usager. Claire Danguin demande: Bonjour, les usagers doivent obligatoirement avoir une adresse mail. Oui, les usagers doivent avoir obligatoirement une adresse mail s'ils veulent se connecter à leur espace, mais il existe des situations où les usagers ne se connectent pas à leur espace. Ils sont soit accompagnés par des accompagnants professionnels, soit c'est quelqu'un de la famille qui renseigne son adresse mail à lui, dans l'espace particulier. Soit, ben, comme je vous le dis, en pièce jointe, pas en pièce jointe, dans les documents à télécharger, aujourd'hui, vous avez un DUA vierge au format papier parce que, encore une fois, ces situations existaient avant. Il y a certains usagers qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et à ce moment-là, ils feront toujours la demande au format papier. Aujourd'hui, la fonctionnalité, elle doit rendre service à certaines personnes qui en ont les capacités de se connecter à leur espace ou d'avoir un accompagnant professionnel. Ceux qui ne peuvent pas y aller, eh bien, ils font au format papier comme ils le faisaient avant. Voilà. Alors, je vois plus forcément d'étiquettes répondre en direct. Non, effectivement, il y a beaucoup de questions qui, en fait, des mêmes utilisateurs qui complètent leurs questions au fur et à mesure. D'accord.